Quelques nouvelles avant de passer à l'exposé. Slide. Slide. Cet événement est sponsorisé par Centroid, qui est sponsor Platinum du PMI Africa. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés par la certification PMP, les réductions continuent, les promotions continuent jusqu'à la fin de cette année. Vous pouvez vous inscrire si vous êtes membre ou si vous êtes non membre et bénéficier d'un discount, ceci avant le changement de l'examen PMP. Donc, urgence de s'inscrire. Slide. De même, en ce qui concerne la certification CAPM, en vous inscrivant aujourd'hui et ceci jusqu'au 21 décembre 2020, vous bénéficiez d'un discount de 35%. Right? Slide. Alors, tout de suite, nous allons passer au cœur du sujet. Notre orateur du jour, Monsieur André Mboulet, est un ingénieur en sciences biomédicales. Il est titulaire d'un MBA de l'école EDHEC et candidat PhD. Alors, il est ingénieur manager et consultant international en chef en planification stratégique, en management de projets et en infrastructure de la santé. C'est également un enseignant-chercheur et il cumule plus de 20 années d'expérience. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Monsieur André Mboulet. André? Oui. Bonjour à tout le monde. Vous m'entendez? Oui? Vous voyez déjà la présentation ou alors il me faut faire autre chose? Alors, il faut Est-ce que que vous pouvez tu voir la partages. présentation? Mon écran, ok, pardon. Alors, il faut partager ta présentation. C'est en train de charger. Ce sera C'est bon dans bon, vous la quelques voyez, instants. ma présentation? Vous la voyez déjà? It's perfect. OK. C'est ok? It's OK. Je peux commencer? Oui? Bien, bonjour aux hôtes de notre webinaire, en l'occurrence le PMI Africa Conference. Bonsoir à tous les participants. Bonjour aussi selon le fuseau horaire, parce qu'il y en a certainement qui sont connectés ou qui vont se connecter et qui sont dans un fuseau horaire où on dit encore bonjour. Donc, vous avez déjà entendu la brève présentation. Donc, je m'appelle Mboulé André. Mais vous pouvez voir en bas de l'écran où se trouve mon nom. C'est bien marqué, si je peux avoir un pointeur. Est-ce que j'ai un pointeur? Je ne sais pas. Bon, OK. En bas de l'écran, donc, vous voyez André. C'est, disons, une particule que plusieurs personnes, des confrères plus jeunes, moins jeunes,
ont ajouté pour dire doyen, pour dire aîné, ou comme on dit chez nous en Afrique, grand frère. Alors, nous allons répondre à la question, qu'est-ce qui constitue le style de leadership efficace Ubuntu africain, avec pour sous-titre l'efficacité du style de leadership Ubuntu africain. Mais avant cela, peut-être que c'est bien de savoir comment est-ce que un ingénieur peut être amené à s'intéresser à des domaines qui ne sont pas techniques ou des domaines qui relèvent plutôt de ce qu'on pourrait appeler des sciences de gestion, de la philosophie ou de sciences sociales. En fait, c'est parce que j'avais appris quand j'étais encore étudiant, surtout lorsque je faisais mon deuxième diplôme d'ingénieur, je préparais mon deuxième diplôme d'ingénieur comme, enfin, en génie biomédical après l'école polytechnique de Yaoundé. Puis j'allais donc préparer un autre diplôme d'ingénieur à l'Université technique de Compiègne et j'ai appris que, si vous pouvez vraiment bien m'écouter, que pour être recruté, il faut être un spécialiste. Mais pour faire carrière ou bien pour évoluer dans le métier, bah, il faut devenir un généraliste. Voilà. Voilà donc comment euh, je, 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 je décide à un moment donné de, de, de mon exercice professionnel en tant qu'ingénieur, de préparer un master in business administration, un MBA européen à l'époque, ça s'appelait, qui est devenu maintenant exécutif MBA à l'école des hautes études commerciales de Lille. Puis, à un moment donné aussi, je m'engage donc à, disons, à la recherche, hein, parce que lorsqu'on s'engage à faire des études au niveau doctoral, en fait, c'est de la recherche. Alors, je commence à préparer un doctorat en leadership, bon, qui est suspendu pour des raisons qui ne sont pas académiques, mais pour des raisons, bon, bref, qui ont d'autres origines. Et puis, plusieurs années plus tard, je m'engage à faire un autre doctorat, d'autres études doctorales, et elle porte là sur le domaine du management de projet. Et ceci aussi parce que je suis depuis plusieurs années déjà, depuis 1989, je peux dire, enseignant, on appelle cela, ça porte beaucoup de qualificatifs, enseignant vacataire, enseignant associé, chargé d'enseignement. Donc, je suis enseignant dans des institutions universitaires et même dans des cycles, disons, je suis invité souvent dans des séminaires de formation, surtout des cadres supérieurs. Alors, qu'est-ce qui peut amener un ingénieur donc à s'intéresser au management, en l'occurrence au leadership? Je pense que tous, nous sommes leaders ou alors nous pratiquons le leadership sans le savoir. Parce que moi, c'est quand j'ai vraiment été piqué, si je peux dire, et que j'ai commencé à étudier le sujet, je me suis rendu compte que peut-être même que lorsque j'étais tout petit, c'est-à-dire l'école primaire, hein, surtout à partir de l'âge de 9 ans, bah, ben, j'ai été un leader quelquefois, un leader quelquefois. Certainement aussi quand j'étais au collège, au lycée, dans les activités surtout culturelles, même à l'école polytechnique, j'étais un leader. Ben, je me suis rendu compte qu'on peut être leader, certainement sans le savoir, mais quand on sait justement qu'on est leader, ah, là, c'est là où commencent les exigences. C'est là où commencent les exigences. Alors, c'est vrai qu'on va parler de leadership, on va euh, peut-être penser, beaucoup peuvent penser que c'est encore une série de recettes, comme on a l'habitude de le voir dans la littérature, ou bien quand on
quand on suit certains séminaires, non, non, on ne parlera pas de recettes, mais on va plutôt se fonder sur le principe. En fait, moi, j'ai accepté de me fonder sur ce principe. Je pense que ceux qui le connaissent ou qui ne le connaissent pas vont certainement s'appuyer sur ce principe. Que, on dit en anglais, bon non, on parle en français là, parlons en français. Disons, les leaders sont formés, ils ne naissent pas, ils, accent sur complexité, on ne naît pas leader, on est formé leader. Et je peux encore peut-être, avant d'introduire notre table entière, dire ceci, juste une petite expérience. Lorsque je vais en mission en 1900, disons en 2001, bon, c'est cette expérience-là que j'ai prévu de vous raconter. Avant de me rendre dans le pays, on me dit, disons le cabinet français en l'occurrence, qui m'emploie, me dit, écoutez, ne comptez sur personne. Monsieur Mboulet, vous arrivez là-bas, ne comptez sur personne parce que ils n'ont pas la capacité, ils ne sont pas motivés, ils ne sont pas intéressés. Bon, OK, ben, je vais avec ces informations préliminaires, mais quand j'arrive sur place, je me rends compte que je ne peux pas travailler sans les nationaux. En l'occurrence, les responsables de la division équipement et maintenance du ministère de la Santé. Alors, qu'est-ce que je fais? Je le fais vraiment sans le savoir, parce que c'est après que je découvre que j'ai fait vraiment, que j'ai agi comme un leader. C'est que tout de suite, je me rends compte que toutes ces personnes-là sont utiles à mon travail et chacun avec ce qu'il sait faire, avec l'expérience, bref, avec les compétences que chacune des personnes a. Le chef de division, le chef de section. En plus aussi, certainement, du directeur qui, certainement, n'était pas actif comme membre direct. En fait, je forme une équipe avec ces personnes et je leur inculque une certaine, si on peut dire, une certaine dynamique. Et puis, voilà comment on fait des séances de travail, euh, on prépare des agendas, des calendriers. Et puis, à la fin, vraiment, je résume ça comme ça. À la fin, il y en a un, celui qui était donc, si je peux dire, plus impliqué enfin, qui était plus proche, parce qu'on partageait aussi le même bureau. À la fin disons, de la présentation du livrable qui était la stratégie nationale de maintenance, il dit, si nous ne mettons pas ceci en pratique, tout ce que nous avons eu dans ce domaine, ben, c'est que nous ne voulions pas le faire. Parce que là, c'est notre propriété et nous qui avons produit cette stratégie. Voilà en quelque sorte comment on se retrouve dans des situations de leadership, souvent sans le savoir, souvent aussi parce que vraiment on est peut-être nommé, mais à un moment donné, on n'est même pas désigné en tant que tel, mais on se retrouve à être leader, à donc conduire l'équipe. Alors, donc sur quoi? En fait, nous allons parler dans un premier temps des choses connues, parce que nous allons, notre métier, en fait, ou notre spécialité, c'est le management de projet, nous allons très rapidement situer la place du leadership dans le management de projet, mais vraiment de façon introductive et succincte et très succincte. Puis, nous examinerons ce que nous connaissons certainement déjà pour la plupart d'entre nous, les mots de style de leadership. Et ça, c'est ce qu'on étudie. Hein. Quand on étudie le leadership, on apprend cela. Donc, j'ai choisi, pour ne pas faire tout un cours, parce que j'enseigne au niveau master deuxième année, j'introduis, si je peux dire, le leadership, ce qu'on appelle, se conforme comme gestionnaire des hôpitaux.
Donc, nous allons donc voir ce que c'est que le leadership en matière de relations d'influence, de mode ou de théorie même, si je peux dire. Là, je dis j'ai choisi, hein, parce que la littérature est très riche. Là, j'ai choisi vraiment ce qui, pour moi, est très important. Et les manières, les styles de leadership. Et peut-être on fera un petit tour sur le mauvais leadership. Qu'est-ce qui caractérise le mauvais leadership? Parce ou bien on entend toujours parler de ce qui est bien, hein, dans le leadership, mais on verra aussi ce qui peut faire que le leadership soit mauvais. Alors ça, c'est une partie peut-être de ce qu'on sait. Mais là où je pique encore un peu, je vais donc piquer la curiosité par rapport à notre thème, c'est que parce que justement, dans mon expérience et dans ma quête de compréhension, on s'est rendu compte effectivement qu'il y a une bonne partie de ce qu'on est, je vais résumer ça comme ça, ce qu'on est, EST, qui contribue au leadership. Comme j'ai dit, chacun pourrait découvrir qu'il est dans une situation de leadership certainement après ce webinaire. Alors, une partie de ce qu'on est, c'est quoi? En fait, c'est ce que quelqu'un a appelé les dimensions culturelles du management ou les dimensions du leadership. Et en tant qu'Africain, j'ai donc commencé à comprendre qu'est-ce qui caractérise l'Africain, quelles sont justement ces dimensions culturelles-là qui caractérisent l'Africain et qu'il peut, disons, mettre en pratique, n'est-ce pas, dans l'exercice du management, voire du leadership. Donc, nous allons découvrir, pour certains, bien sûr, euh, l'Ubuntu comme étant la personnalité africaine et voir ce que l'Ubuntu permet de dégager ou de définir comme compétence, comment l'Ubuntu intervient dans la formation d'une équipe et même si on peut dire, comment l'Ubuntu peut influencer une organisation en général. Tout cela nous permettra de rapidement faire un tour sur les valeurs collectives, en disons, sachant fortement que les valeurs, ce n'est pas des notions abstraites, ce ne sont pas des notions abstraites. Les valeurs, c'est en fait des attitudes. Les valeurs, c'est des comportements. Donc, quand on dit valeur, très souvent, il ne faut pas penser que c'est vraiment quelque chose d'une vue d'esprit, n'est-ce pas? C'est des attitudes, des comportements observables et même, si je peux dire, euh, praticables. Nous terminerons avec l'efficacité du leadership Ubuntu lorsque nous aurons tous compris que c'est un modèle, c'est un mode, c'est un style. Mais avant cela, nous examinerons un peu les notions d'efficacité et de performance. Très rapidement aussi, c'est l'objet d'un cours que je donne en Master 2. Et nous dégagerons donc les déterminants de l'efficacité du leadership Ubuntu. Puis nous conclurons notre présentation. Et puis, bon, à la fin, ce n'est pas marqué ici, vous aurez plus de références sur euh, l'Ubuntu. Parce que sur le leadership, les littératures sont bien fournies. Alors, bien, là, c'est donc la présentation. Alors, lorsque nous rentrons dans notre métier du management de projet, le PMI a formalisé un triangle de talents. Et bien entendu, dans ce triangle de talents, nous remarquons que le leadership fait justement partie des trois domaines dans lesquels, sur lesquels le management de projet s'appuie pour être, si on peut encore le répéter, disons, efficace. Hein. Pour réussir le management de projet, il faudrait bien
que ces trois domaines, à savoir le leadership, le management stratégique et d'organisation, et puis le management, si on peut dire, de projets techniques. Alors, lorsqu'on regarde l'aspect leadership dans le PMBOK, c'est-à-dire notre guide de connaissances, qui est le guide de référence, donc le management de projet du PMI, entre autres, on peut se rendre compte que pour un leader de projet, parce que de plus en plus, on passe de manager de projet à leader de projet. Bon, les anglicismes sont là pour nous le prouver. De project manager à project leader. De quelles compétences on a besoin selon ce guide de connaissances, ce guide de référence en management de projet du PMI? On voudrait qu'un leader soit visionnaire, qu'il ait un esprit de collaboration, surtout qu'il soit capable de gérer des relations humaines, qu'il communique, qu'il soit intègre et surtout, bien entendu, qu'il ait une certaine conscience culturelle par rapport à, disons, à l'environnement, si on peut dire, culturel dans lequel il se trouve, et qu'il soit surtout capable au sein de l'organisation, au sein de son équipe surtout, son équipe de projet, de reconnaître le mérite, d'avoir une capacité d'apprendre et surtout développer la pensée critique. Bien entendu, en management de projet, nous devons être capables, en tant que leader ou manager de projet, de constituer des équipes efficaces. Et moi, j'ai l'habitude de dire aux jeunes qui, disons, transmettent les slogans, quand tu te regardes dans un miroir, tu te dis, je suis un leader. Bon, j'ai l'habitude de leur dire, oui, c'est bien pour se motiver, mais disons, on se forme pour être leader, première chose. Deuxième chose, tu n'es pas un leader s'il n'y a personne qui te suit. Tu n'es pas un leader s'il n'y a personne à côté de toi. Bref, tu n'es pas leader si tu n'as pas au moins deux personnes, hein, dans ton équipe. C'est-à-dire, on est au moins trois dans une équipe. Alors, donc les mots des styles de leadership. On va d'abord regarder le leadership comme étant, disons, une situation où une relation se crée, où une influence se manifeste. Lorsqu'on aborde l'étude du leadership, on dégage de prime abord, hein, ce que j'ai appelé ici les éléments primaires du leadership. On voit qu'il y a un processus, c'est-à-dire une certaine activité, ne serait-ce que l'activité de regrouper de constituer son équipe, le processus qui permet aussi de présenter ce qu'on pourrait appeler donc cet objectif dont on parle ici. Donc, mais il y a surtout une influence parce qu'on va amener les gens à, si je peux dire, à s'intéresser non seulement à vous, mais à ce que vous leur présentez comme objectif, mais surtout, tout se passe dans un contexte bien déterminé. C'est un contexte qui peut être organisationnel, hein. C'est dans une entreprise, c'est dans un ministère, c'est dans une communauté. Et donc, on va donc voir que le leadership ici va être compris comme le processus par lequel un individu, donc le leader, influence un groupe d'individus pour parvenir donc à la réalisation d'un objectif commun. Voilà, de façon vraiment basique, ce qui peut permettre d'identifier une situation de leadership. Mais en examinant encore le leadership sous l'angle de la relation et de l'influence, on peut, disons, bon, peut-être c'est un effet de mode, hein, vous verrez succès, on verra d'autres triangles, hein, les triangles de performance, les triangles qu'on a vu tout à l'heure, de management et tout. On peut donc, disons, formuler un triangle de leadership avec les trois composantes
leader, membre et contexte, mais surtout avec la puissance de tout le système, qui va impulser la dynamique de tout le système, un esprit hein, qui va enlever le système. Puis, c'est cette vision qui va stabiliser aussi. Bref, la vision va être donc la de, de ce système ou bien de cette situation de leadership. Bon, rapidement, on pourrait donc voir avec le triangle et l'influence, on définirait le leader comme une personne qui a une vision, d'abord, et qui a aussi un certain pouvoir et une autorité. Parce que c'est par son pouvoir, bon, ça, on sait, hein, les sources de pouvoir, on les connaît, les sources d'autorité, on les enseigne, mais il faut que justement le leader ait un pouvoir et une certaine autorité pour amener d'autres personnes, dont les membres, si on peut dire, de son équipe. Bon, dans la terminologie, on parlait beaucoup de followers, des suiveurs, mais le terme paraît un peu, disons, je ne dirais pas péjoratif, mais disons, on dit membre ou collaborateur. Donc, avec son autorité et son pouvoir, ce leader qui a une vision amène donc les membres qui l'influencent à atteindre un but commun dans un contexte bien donné, un contexte d'interaction. Et c'est ça qui amène à penser à ceux qui s'intéressent, pour ceux qui s'intéressent au changement de paradigme, que et c'est vraiment un sujet d'étude. Quand vous voyez tous ces concepts qui sont donc présentés ici, donc à la fois le triangle et l'influence. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les modes de leadership? Vous en verrez tellement dans la littérature. Moi, j'en ai choisi quelques-uns. Les modes, c'est ce qu'on pourrait aussi appeler les théories, n'est-ce pas? Bon, il y en a même qui appellent ça les méthodologies. Bon, mode, c'est peut-être plus commun. Bon, théorie, quand on veut les étudier, euh, disons, comme on a présenté les concepts là tout à l'heure. Alors, il y a un mode qui est le leadership charismatique. On va simplifier comme ça, le présenter comme ça, parce que c'est juste pour vraiment aller directement vers, après avoir, disons, débroussaillé un peu sur la compréhension du leadership. Donc, leadership charismatique, donc vous avez quelqu'un qui, par son charme, hein, qui, par sa manière d'être, vous attire et puis il vous influence, justement, établit une relation, donc fondée sur le magnétisme personnel. Il y a le leadership transactionnel. Bon, c'est le plus courant, hein, quand vous êtes dans une équipe, dans un service, disons ça comme ça, ou dans une entreprise. Il y a une relation d'échange, vous échangez, vous travaillez, et vous avez votre salaire. Bon, il y a des primes, certainement. Et puis, il y a aussi des punitions, hein, il y a des blâmes, il y a bref, c'est ça le leadership. C'est une transaction, donc c'est fondé sur une transaction. Vous, en tant que membre, vous donnez, vous, en tant que leader, vous donnez, enfin, vous échangez avec les membres de votre équipe un certain nombre, si on peut dire, de choses pour simplifier. Et le leadership transformationnel, comme son nom l'indique si bien, c'est un mode qui a pour principal objectif d'abord de transformer les membres de son équipe. Donc, c'est fondé sur des valeurs, donc, et des croyances. Et donc, le leader, il inspire tous les membres de son équipe, il les stimule de façon, même sur le plan intellectuel et autres. Donc, il est, et ainsi, il leur permet de suivre la vision une vision qui, en fait, contribuera aussi à les transformer. Alors, le leadership situationnel, comme on peut le voir, lui, c'est beaucoup plus le leadership qui se crée par rapport à la situation, un peu comme le premier exemple que je vous ai donné, qui permet donc d'avoir le style approprié. Leadership serviteur, hein, le plus grand, c'est celui qui sert les autres, donc celui-là se positionne ainsi.
et le leadership de niveau 5, qui est une formulation de Jim Collins. Bon, niveau 5, c'est parce qu'il y a 4 niveaux en dessous. Bon. Donc, lui, il est basé vraiment sur le respect des membres, hein, sur l'altruisme même du leader. Et enfin, ici, le leadership basé sur les résultats. Donc, ici, le leader se concentre sur les attributs et les résultats. Alors, pour ce qui concerne les styles, dont les manières d'exercer le leadership, le style autocratique peut être résumé, chaque style peut être résumé par une petite phrase, comme vous le voyez là. C'est ce que je vous dis. Autocratique, paternaliste, démocratique, collégial, laisser aller. On verra que chaque style a, disons, des caractéristiques qui lui sont propres, que vous pouvez voir ici. On prendrait par exemple le niveau style autocratique. Il centralise toutes les décisions, il n'a pas confiance, il ne délègue pas, bien sûr. Paternaliste, bon, lui, vraiment, il motive par récompense. Et puis, surtout, il manipule les membres, n'est-ce pas? Démocratique, lui, il délègue. Dans le style démocratique, il coordonne, il excellent. Et le style collégial, en fait, ici, tout le monde comme le leader, hein, tout le monde est leader, il a les mêmes intérêts. Le laisser aller, lui, c'est quelqu'un qui manifeste peu d'intérêt, n'est-ce pas, et ne cherche pas à influencer le comportement, il ne veut pas de problème. Donc voilà quelques styles de leadership. Vous verrez dans la littérature, on vous dira le style mot de buffle, mot de ainsi de suite. Bon, je vous ai dit au début que je choisissais en quelque sorte ce que je croyais plus instructif pour nous. Bien. Alors, en introduisant le mauvais leadership, on va certainement aller plus vite parce que je crois comme on a démarré un peu tard. Alors, quand on parle de mauvais leadership, c'est parce que justement, il y a un bon leadership. C'est celui qui est efficace. Dont on va voir les déterminants pour l'Ubuntu. Donc, il y a des actions et des attitudes qui conduisent au mauvais leadership. La paresse, l'absence, l'indécision. Hein? Quand les leaders vraiment échouent à motiver, à récompenser, ou quand ils ne sont pas intègres, quand ils ne sont pas honnêtes du tout, vraiment, on est là dans des actions et des attitudes qui conduisent à un mauvais leadership. Effectivement, un mauvais leadership conduit à des leaders inefficaces, hein, n'est-ce pas, ou à des leaders faibles. Bon, alors, voilà encore ici ce que nous appelons, nous, les corporate killers, c'est-à-dire les valeurs assassines, qui, en fait, caractérisent aussi le mauvais leadership. C'est-à-dire quand dans une organisation, vous constatez le préjugé ethnique, le harcèlement sexuel, l'intolérance, la malhonnêteté, la déloyauté, l'arrogance, l'égoïsme, bon, autres comme peut-être la duplicité ou la trahison ou l'hypocrisie et autres. Vraiment, ce sont des corporate killers, c'est dans une organisation, ça tue vraiment organisation qui peut être performante, hein, qui veut si on peut dire, efficacité. Donc, le mauvais leadership cause des corporate killers dans une organisation. Bon, donc on parle aussi de causes de mobilité dans l'organisation. Tout cela qui peut être généré par le mauvais leadership, à savoir le refus de changement, par exemple. On parle même d'incapacité organisationnelle, certaines incohérences, quand on voit une certaine incohérence ou même de l'ignorance dans l'organisation, ça, c'est induit par un mauvais leadership. Bien. Alors, cela étant donc dit sur le leadership tel que peut-être nous le connaissons, tel que nous l'avons appris ou vécu, entrons donc maintenant dans l'Ubuntu. D'abord, partager un peu ce que c'est que l'Ubuntu en tant que personnalité africaine. Je vous aurais raconté des petites histoires qui nous montrent pourquoi cette formule Ubuntu, Ngumuntu, Ngabantu
représente la personnalité africaine. Ça, c'est des histoires, justement, en tant qu'Africains, qui nous rappellent cela. Bon, je peux raconter une histoire comme celle de ma grand-mère, lorsque, pendant les semailles, toutes les femmes du village, celles qui étaient disponibles, euh, euh, venaient avec elle au champ, moi avec bien sûr, on travaillait ensemble pour une personne, et puis elle le faisait aussi lorsque c'est une autre femme, elle partait aussi avec d'autres femmes pour une autre pendant les semaines et même aussi souvent pendant les récoltes, pour dire comment cette personnalité africaine qui se justifie par cette une personne est une personne à travers les autres personnes, est vraiment représentative de notre identité africaine. C'est dans sa communauté qu'on se reconnaît comme, comme étant une personne. Bon, on peut encore le comprendre comme je suis, ou alors un homme avec les autres hommes, ou encore c'est le service d'un homme à sa communauté qui fait de lui un homme. On peut se rappeler de façon historique que c'est plus qu'une formule, hein, cette notion, c'est même plus qu'une notion, cette philosophie, voilà, de l'Ubuntu a été formalisée par, on peut le dire, hein, on peut leur rendre hommage pour cela, Monseigneur Desmond Tutu et héros sud-africain et africain Nelson Mandela pendant la commission Vérité et Réconciliation. C'est par cette philosophie enfin, c'est sur cette philosophie de l'Ubuntu que que cette commission Vérité et Réconciliation s'est fondée, parce que c'est vraiment l'essence africaine. Et on va remarquer que l'Ubuntu, on le retrouve l'Ubuntu dans toutes les langues africaines, hein, sinon dans la très grande majorité de ces langues, et qui veut dire la même chose. Dans la langue Xhosa ou Zulu, on dit bien Umuntu, Ubuntu, Nabantu, mais chez moi, je parle la langue Oli, hein, bord du fleuve Vouri en remontant là. Enfin, c'est le peuple qui a donné le nom Vouri au département que vous connaissez à Gola. Dans la langue Oli, nous disons Moro, Adindi Moro Nabaro. Pour tous les Africains qui sont certainement connectés, vous retrouverez cette formule avec le même sens dans votre. L'homme, une personne, un être humain se définit par rapport à sa communauté. Les sont tous péjoratifs et qui a pour racine communauté, mais c'est comme cela que nous, en Afrique, nous fondons notre identité, notre philosophie, notre personnalité africaine. Et cela, vraiment, c'est développé par des chercheurs actuellement, qui soient africains ou qui viennent d'ailleurs. Et ici, vous pouvez voir que le symbole, un symbole africain, un symbole Akan, un symbole Adinkra, qui montre, en fait, qui symbolise l'unité des relations pour montrer que l'unité fait la force, que dans la communauté, chacun contribue pour nouer de bonnes relations. Voilà, donc, vraiment très succinctement et rapidement présenter l'identité africaine. Alors, qu'est-ce que l'Ubuntu nous apporte comme fondement, non seulement dans le management, mais dans le leadership? Nous avons là ici 4 grandes composantes. Le traditionnalisme, le communautarisme. Bon, on pourrait même dire nous avons accepté déjà une note, si on peut dire, disons cela comme ça, péjorative à ce temps, si bien que c'est le mot communalisme, certainement, qui peut bien le remplacer. Et troisième composante de la pensée africaine du management, ou troisième fondement, c'est le travail coopératif en équipe, puis la mythologie. Donc, en tant qu'Africains, nous sommes justement identifiés par nos coutumes, nos croyances et nos pratiques.
C'est-à-dire que dans chaque communauté, il y a des coutumes, c'est-à-dire des manières de faire telle ou telle chose, ou des manières de ne pas faire, ou des choses à ne pas faire même, et quelques croyances. Bon, on peut appeler ça des superstitions, mais non, quand vous appelez ça superstition, quand on appelle superstition, quand on n'a pas compris, n'est-ce pas? Mais ces croyances qui sont partagées, on peut le dire, euh, euh, existent dans chaque communauté et permettent d'identifier, et bien sûr, un certain nombre, on peut le voir sur le plan culturel, on peut le voir sur le plan. Excusez-moi une minute là, on vient de nous couper l'électricité. Je vais demander qu'on apporte les lampes solaires. Les lampes solaires, s'il vous plaît. Donc, euh, et ce fondement caractérise chaque communauté. Et pour ce qui concerne le communalisme, mais c'est cette appartenance que nous reconnaissons tous et qu'on ne peut pas nier à une communauté fait partie de notre identité africaine. Et il y a aussi que très souvent nous sommes amenés, nous devons même être, bon, je dis nous devons, parce qu'il y a certainement quelque chose qu'il faut refaire. Nous devons à nous occuper du bien-être de la communauté. Et je vous ai donné un exemple tout à l'heure de la période des semailles. Ma grand-mère et les femmes du village, souvent les hommes, hein, quand il s'agit aussi des hommes qui vont travailler ensemble. Nous travaillons dans un système de petite taille, c'est des petites équipes. Donc. Et nous mettons en avance nos connaissances indigènes. Nous avons des connaissances, par exemple, on ne sème pas je veux dire, par exemple, on ne le sème pas sur un terrain trop sec. Euh, la patate poussera mieux sur un sol alluvionnaire. Donc, il y a des connaissances indigènes pour cela. Et il y a aussi une certaine recherche de l'harmonie avec notre environnement. On peut dire, par exemple, que ce n'est pas nouveau quand on parle de défendre l'environnement et tout. Nous savons, nous, en Afrique, que nous mettons en harmonie avec l'environnement chaque fois que nous travaillons et surtout, il y a cette vision collective dans la gestion. Regardez seulement les quelques associations que les Africains, par exemple, créent ici et là. Et surtout, donc, maintenant, la mythologie. Oui, nous avons des récits, des légendes, des divinités sur lesquelles sont fondées nos traditions. Nous reconnaissons que nous avons le même créateur. Vraiment, ce n'est pas une histoire de c'est beaucoup plus une histoire qu'on pourrait dire, d'identité, de personnalité, on pourrait même dire aussi de culture, n'est-ce pas? Et surtout, nous entretenons des relations avec notre Créateur. Donc, et c'est connu en Afrique que les Africains entretiennent des relations par des rituels, par des cultes, par tout ce que vous pouvez imaginer, par des offrandes, avec, mais aussi, surtout, avec la création. Voilà vraiment très rapidement présenté et on peut s'étaler dessus, ça peut faire l'objet tout cela, tout ceci peut faire l'objet même d'un séminaire, d'un webinaire entier. Hein. Voilà comment la pensée africaine se fonde, enfin les fondements de la pensée africaine pour le management, voire le leadership. Alors, comment est-ce que cet esprit Ubuntu influence l'équipe? Ben, ça nous permet d'établir des relations de confiance, d'autonomiser et surtout nous entretenons une mentalité collectiviste et la résolution des conflits, elle est pratiquement, disons, possible avec l'esprit Ubuntu et nous reconnaissons aussi les compétences de l'autre. Voilà les quelques déterminants lorsque nous voulons créer une équipe de travail avec l'esprit Ubuntu. Bon, je vais devoir courir par le temps qui reste. Est-ce qu'on peut déborder un peu ou alors je cours vraiment? Annie, Christiane?
Oui, vas-y, c'est pas Quelqu'un limité. m'entend? Allô? Je peux continuer? Il y aura une petite extension? Oui, André, tu peux continuer, mais essaye de ne pas dépasser 10 minutes à la fin, s'il te plaît. Et 10 minutes après 19 heures. Non, mais c'est Oui, bien. Alors, Ubuntu va nous servir aussi à donner un visage humain à une organisation. Et par rapport à ce que l'Ubuntu entretient comme les relations personnelles, une empathie qui se crée entre le leader et son équipe, et surtout l'esprit de communauté, l'harmonie recherchée, le respect, l'affection. Euh, euh, L'esprit Ubuntu permet même de créer une certaine citoyenneté organisationnelle. C'est-à-dire chacun est impliqué dans le fonctionnement de l'organisation, et cela se traduit aussi par respect les uns et les autres, hein, n'est-ce pas? Et cette capacité aussi de prendre des décisions de façon participative. Donc, avec l'esprit Ubuntu, nous, ou les déterminants de ce leadership Ubuntu, ça nous permet d'avoir une organisation, quelle que soit l'échelle, hein, petite ou grande, à visage humain. Mais l'esprit Ubuntu permet aussi de donner une certaine spiritualité à l'organisation. Je parle de spiritualité, vraiment pas de religiosité, hein. Donc, l'Africain est conscient, il sait que tous les leaders sont endossés dans le monde spirituel. Il y a qu'à voir toutes les pratiques, enfin, toutes les pratiques, ou tous les rituels, ou tous les événements qui sont organisés autour des leaders, n'est-ce pas? Donc, c'est un pilier moral, la spiritualité, dans le leadership africain. Bon, c'est vrai qu'il y a certainement des choses que nous sommes en train si je peux dire, de perdre, je ne dirais pas de fuir, mais de perdre parce qu'on s'appuie sur un certain modèle en explorant et en observant même comment l'esprit Ubuntu se manifeste, on comprend qu'il y a des valeurs spirituelles qui vont donc donner à une organisation une certaine, de faire de cette organisation une communauté morale, n'est-ce pas? Avec ce qu'on peut appeler un répertoire spirituel. Voilà comment, avec l'esprit Ubuntu, on peut à la fois organiser une équipe, on peut transformer une organisation, lui donner un visage humain, ou lui donner aussi même un caractère spirituel. Bon, ceci nous amène à voir, à introduire, comme j'ai dit tout à l'heure, des comportements, des attitudes qui sont, si on peut dire, pas exclusifs, mais propres à l'Ubuntu. Il y a des valeurs individuelles, vous les voyez, l'humilité, le respect, l'engagement, le pardon, l'honnêteté, la vérité, l'empathie, la dignité. Et il y a aussi des valeurs collectives. C'est-à-dire quand on est dans une équipe, quand on est dans une organisation, avec le leadership Ubuntu, on va donc manifester les interdépendances, l'inclusivité, travail en équipe, l'unité, la connectivité, bien sûr, la fraternité, la compassion même, n'est-ce pas, l'amour, l'affection et la dignité. Si fallait présenter trois, bon, il y a une faute à role model, donc disons un peu comme un acteur, hein. Lors d'une étude, nous avons mis en évidence ces trois modèles et on commence par le trois plus grand parce que dans notre étude, il y a eu une tendance qui était plus favorable au modèle Ubuntu. Un modèle qui est typiquement, le modèle 1 à l'extrême droite, qui est typiquement, si on peut dire, administratif. Donc ça, il y a encore des leaders qui jouent ce rôle-là, n'est-ce pas, leadership centré sur l'action. Le plus connu et le plus exigé même, si on peut dire, ou le modèle le plus exigé ou même le plus adopté actuellement,
c'est celui qui est lié aux compétences. Vous voyez qu'il a lié à la fois les compétences techniques, les compétences interpersonnelles et compétences conceptuelles, tandis que le modèle de l'Ubuntu africain, qui, n'ayons pas peur de le dire, représente l'humanité ou un certain humanisme, une excellence humaine, bon, lui, il s'appuie sur des valeurs collectives telles qu'on les a vues, et puis sur des valeurs individuelles qui sont un peu plus développées ici. Donc, ça, c'est une comparaison que nous avons menée dans une étude récente. Je pense que quelques-uns des participants ont participé, ont contribué à cette étude. Alors, ce qui fait donc que lorsque nous engageons dans la notion d'efficacité ou de performance, vous voyez que on a toujours des triangles. Hein. Bon, le triangle de la performance, lui, c'est l'efficacité, l'efficience et l'occupation. Le triangle d'or du management de projet, c'est la qualité, délai et coût. Bon, ça, c'est développé dans des milieux un peu plus appropriés. Mais nous regardons l'efficacité donc comme justement une composante de la performance, c'est-à-dire de la productivité. Ça, c'est juste pour introduire la notion d'efficacité ou alors la notion de performance. Alors, dans le PMBOK, on peut le voir, le management de projet efficace, qu'est-ce que ça permet? Et surtout, quand un projet est mal géré ou bien quand il n'y a pas de management de projet, qu'est-ce que ça cause? Bon, là, vous pouvez consulter le PMBOK pour le voir. Mais nous, dans le Ubuntu africain, voilà les caractéristiques que nous avons dégagées pour avoir une équipe efficace. La base, c'est une bonne organisation pour atteindre une cible commune. Et les colonnes de notre, enfin, si on peut dire ça comme ça, ces caractéristiques qui représentent les colonnes, c'est les liens, vraiment des liens solides entre les membres, la définition claire des rôles de chacun des membres de l'équipe, et les compétences doivent être connues, donc les forces de chacun sont connues, et surtout, les règles de fonctionnement aussi sont bien établies. Voilà ce que l'Ubuntu permet pour construire, justement, ou constituer une équipe efficace. Quand on veut comparer, disons, les déterminants de l'efficacité du leadership, dans la littérature, pour les modes classiques tels qu'on a vu là, c'est-à-dire transformationnel, charismatique, transactionnel, situation, on se concentre beaucoup plus sur les objectifs, les processus, l'adaptabilité, la capacité à changer. Ça, c'est pour les modèles classiques. Mais il y a un modèle dont je n'ai pas parlé, mais qui est certainement en cours d'étude, qui est la théorie complète universelle, où les déterminants de l'efficacité vont porter sur le contexte organisationnel, le genre, la culture, les membres de l'équipe et la tâche. Hein, le Full Range Leadership Theory, qui en fait est la jonction entre le leadership transactionnel et le leadership transformationnel. Voilà, en comparaison des modes classiques de la théorie complète, les déterminants de l'efficacité. Mais quels sont les déterminants de l'efficacité dans l'Ubuntu? Les voilà. Le leadership efficace est déterminé, ou l'efficacité du leadership Ubuntu africain est déterminée par la personnalité du leader, les relations humaines dans l'équipe, la reproduction des leaders, la transformation des membres d'équipe, et surtout le coaching et le mentoring. Et on peut voir donc de quoi dépendent la personnalité du leader. Donc chacun a reçu une éducation, chacun a, disons, une certaine culture ou est né dans une communauté, si on peut dire, disons ça comme ça, définie par une culture et des valeurs, et bien sûr, a développé un certain quotient émotionnel. Donc ça, c'est quelques déterminants de la personnalité du leader. Et les relations humaines par l'Ubuntu, c'est, comme on l'a vu, les relations interpersonnelles, la reconnaissance de l'autre, le respect de l'autre, que permettent justement l'essence ou la philosophie Ubuntu. Mais surtout,
le leadership Ubuntu doit reproduire les leaders. On parle de co-leaders, c'est-à-dire que dans une équipe, on n'a pas que les suiveurs ou les membres, les collaborateurs, mais non, on est en train de former d'autres leaders pour préparer la succession, pour multiplier les leaders, pour renouveler même, si on peut dire, les leaders. Voilà un déterminant important, enfin ils sont tous importants, de leadership africain, ou un déterminant de l'efficacité du leadership Ubuntu. Et la transformation, c'est que les changements dont nous avons besoin, c'est-à-dire par rapport à l'extérieur, cette transition, c'est-à-dire qu'on fait à l'intérieur, même soit de l'équipe ou de l'individu, et puis on garantit une certaine évolution, un certain développement personnel de chaque membre de l'équipe, et intellectuelle, c'est-à-dire disons, le complément de formation qu'on pourrait rechercher, la recherche de nouveaux paradigmes, et puis avoir de nouveaux comportements. Et ça s'acquiert par la formation. Mais tout au long, c'est-à-dire dans la pratique même de l'Ubuntu africain, on est en permanence en coaching, en accompagnement, en tutorat, en conseil, en parrainage. Voilà très rapidement pour présenter. Et ça, c'est encore vraiment d'études. Nous allons conclure en disant juste que un leader va gérer son équipe comme un village, un leader Ubuntu, n'est-ce pas? Et en retour, il va recevoir la loyauté et même un travail de qualité. Et cela permettra à une équipe de projet, par exemple, de se transformer progressivement, parce que c'est un processus aussi, ça prend du temps, en une famille. Bon, les principes du leadership Ubuntu, c'est vrai, pour ceux qui les découvrent, si on veut les adopter, bah, il y a à changer son état d'esprit, n'est-ce pas? Il y a à changer quelque chose en soi-même, dans sa manière de voir, dans sa manière de faire. Et puis surtout, comme l'Ubuntu même, le principe le dit, se voir comme membre d'une communauté. On appartient à une communauté. Et enfin, donc, dans l'Ubuntu, comme on pense nous, on ne pense pas je, n'est-ce pas? Les succès et les échecs, c'est toute l'équipe qui endosse. Et le leader Ubuntu doit beaucoup plus manifester l'humilité parce qu'il sait qu'il dépend des autres membres de son équipe. Bon, pour faire évoluer donc tout cela, un leader Ubuntu doit vraiment faire un travail de plaidoyer. Il faut qu'il puisse se faire comprendre. Voilà, nous pensons que l'Ubuntu peut être le fondement de l'héritage africain à la pensée du management, mais surtout, il faut montrer une mentalité, disons, qui est caractérisée par la tolérance culturelle, raciale, religieuse, tribale et politique. Vous verrez plus sur l'Ubuntu et on est à la fin de notre présentation. Vous verrez cette image, ce symbole qui représente, c'est-à-dire que l'homme par excellence, on peut dire le grand homme, c'est l'Ubuntu, n'est-ce pas? Un leader Ubuntu tend vers l'Ubuntu et nous voulons créer une classe qu'on pourrait appeler les Ubuntu Champions. Merci, Nassom, comme on dit chez moi. Merci encore pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur André Mboulet. Merci pour cet exposé riche de la culture africaine. Alors, pour le moment, j'ai une question. Je vais inviter les orateurs à poser leurs questions dans le chat, s'ils en ont. Alors, la première question pour Monsieur Mboulet, c'est comment appliquer le style de leadership Ubuntu à la résolution de conflits au sein de l'équipe, au sein d'une équipe projet? Bien. Bien. Alors, il faut d'abord parmi les déterminants ou alors les caractéristiques ou les valeurs, appelons cela comme ça, les valeurs qui caractérisent chaque membre
d'une équipe Ubuntu, il y a l'humilité. L'humilité. Il y a aussi le pardon. Ça dit quoi? Ça dit qu'il faut savoir reconnaître d'abord son erreur. C'est-à-dire quand il y a conflit, ça veut dire qu'il y a erreur quelque part. Reconnaître son erreur, donc être humble. Et puis, justement, lorsque la question est posée, c'est tout le monde qui participe. Parce que vous savez que l'Ubuntu favorise, justement, favorise, je ne sais pas si je dois dire favorise, l'Ubuntu comprend ce qu'on peut appeler une formule participative à la recherche des solutions ou à la prise de décision. Donc, c'est ensemble, justement, que, humblement, par l'esprit de pardon, on recherche une solution à un problème et on trouve forcément parce que chacun pourra reconnaître certainement ses responsabilités. Donc, la reconnaissance de l'autre fait aussi partie, ou même le respect de l'autre, fait justement aussi partie de ces déterminants qui peuvent aider à la résolution des conflits. Ça s'est passé comme ça OK, en une Afrique du deuxième Sud pendant la question. commission Vérité et Réconciliation. Merci, merci, Monsieur Mboulet. Une deuxième question. Est-ce que l'Ubuntu élimine toute compétition au sein des membres de l'équipe? Ubuntu élimine toute compétition au sein des membres de l'équipe. Je dirais de façon Est-ce que péremptoire, le oui. leadership Parce que, Ubuntu élimine toute compétition? oui, j'ai commencé à répondre. Je peux continuer? Oui. Oui. Allez-y, s'il vous plaît. L'environnement Ubuntu, voilà, l'Ubuntu, l'esprit Ubuntu crée un environnement non concurrentiel. Parce que nous avons tous vu que, par exemple, quand on dit compétition, ça cache l'égoïsme, hein. Quand on dit compétition, ça peut même aussi cacher, on a vu quelques déterminants du mauvais leadership ou alors quelques situations causées par le mauvais leadership. Donc, quand on dit compétition, il peut même y avoir arrogance, n'est-ce pas? C'est chacun qui veut être vu. Non, justement, comme on a dit, les responsabilités sont partagées. C'est toute l'équipe Ubuntu, succès ou les échecs, qui partagent les responsabilités. Donc, l'Ubuntu, l'esprit Ubuntu, justement, vraiment évite, pour être prudent, réduit les influences de la compétition dans l'équipe, puisqu'on travaille chacun pour l'autre en quelque sorte. On est tellement connectés qu'il n'y a pas lieu de chercher à se faire valoir. D'accord. On va prendre une Et dernière question pour la fin. Quelle méthodologie peut être utilisée si nous voulons changer de style de leadership pour adopter le style Ubuntu? alors, pour dire style de leadership, vous savez, on n'a pas, disons, vraiment, j'aurais pu raconter quelques anecdotes, échanger sur quelques expériences personnelles ou les expériences d'autres personnes. Mais bon, disons ça en général, euh, on n'utilise jamais le même style, on n'a pas la même manière d'exercer son leadership euh, pendant, disons, toute sa vie. Non, on passe toujours d'un style à un autre. Il y a des moments où, je peux même vous dire, il y a, bon, mettons dans les situations où la dictature, le style autoritaire ou dictatorial, autocratique est important et des moments où c'est le style démocratique qui est important. Bon, on peut voir dans quelle situation, par exemple, tel ou tel style. Alors, quand on dit changer, non, ce n'est pas une histoire de changer, mais le style Ubuntu, lui, il a cette capacité, justement, que ça vient vraiment de ce qu'on est d'abord, ce qu'on est EST. On reconnaît d'abord qu'on a ces valeurs-là, on reconnaît qu'on a cette
si on peut dire, ces fondements qui ont été cités là, c'est-à-dire traditionnalisme, communalisme et tout, bon, on se sent vraiment, si je peux même dire, interdépendant des membres de la communauté, et cela va de soi en fait. Hein. Il suffit juste d'en être conscient, comme j'ai dit. Il faut en être conscient, il faut cet état d'esprit-là pour pouvoir manifester justement le leadership ou le style de leadership Ubuntu africain. Ce n'est pas une histoire de décider de changer, mais il faut d'abord se mettre dans l'état d'esprit Ubuntu. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, merci beaucoup une fois de plus, Monsieur Mboulet, pour cet enseignement sur le leadership Ubuntu. Merci à tous les participants. Euh, nous vous invitons à nous envoyer votre feedback par le sondage qui vous sera envoyé sous peu. Et on se dit à la prochaine fois. Restez connectés dans cette série de webinaires Elimou de l'Africa French Speaking Committee du PMI. Merci. Merci.